Chers amis, si cette histoire vous touche, n'oubliez pas de laisser un j'aime à cette vidéo et de partager vos impressions dans les commentaires. Votre soutien me permet de continuer à raconter ces histoires qui nous rapprochent tous et qui nous font réfléchir aux valeurs essentielles de la vie. Chaque like est une preuve que la justice existe encore dans ce monde, et que les valeurs de famille authentiques continuent de résonner en chacun de nous. Je me souviens encore du jour où Marie est née. Le 7 mai 1982. Une journée pluvieuse à Lyon, mais dans ma poitrine brillait un soleil que rien ne pourrait jamais éteindre. Du moins, c'est ce que je croyais. Quand l'infirmière l'a placée dans mes bras, si petite, si fragile, j'ai fait une promesse silencieuse, jamais elle ne manquerait de rien. Jamais elle ne ressentirait l'abandon que j'avais moi-même connu enfant. J'étais orphelin depuis mes 8 ans, élevé par une tante distante dans un appartement froid du 9e arrondissement de Lyon. Je sais ce que c'est que de ne pas être désiré. Je m'étais juré que ma fille ne connaîtrait jamais ce sentiment. Pendant 18 ans, j'ai tenu cette promesse. J'ai travaillé comme contremaître dans une usine automobile à Vénissieux, faisant des heures supplémentaires chaque fois que possible. Corinne, ma femme, était professeure de français au collège. Nous n'étions pas riches, mais Marie ne manquait de rien. Piano dès ses 6 ans, cours d'équitation à 12, séjour linguistique en Angleterre chaque été. J'économisais chaque centime possible pour son éducation, réparant moi-même notre vieille Renault Clio plutôt que d'en acheter une nouvelle, renonçant aux vacances que Corinne méritait tant. Tu la gâtes trop, me disait souvent Corinne avec un sourire indulgent. Peut-être avait-elle raison. Mais je voulais lui donner tout ce que je n'avais pas eu. Et pendant longtemps, Marie semblait reconnaissante. Ces merci, papa murmurait contre mon épaule valaient tous les sacrifices du monde. Puis Corinne est tombée malade. Un cancer du sein, diagnostiqué trop tard. En 6 mois, elle nous a quittés. Marie avait 19 ans et venait d'entrer à Sciences Po Paris. J'étais fier d'elle, même au milieu de notre deuil. Elle était brillante, promise à un avenir que ni Corinne ni moi n'aurions pu imaginer pour nous-mêmes. Le jour de l'enterrement, sous la pluie battante au cimetière de la Croix-Rousse, Marie est restée stoïque, impénétrable. Elle n'a pas pleuré. Pas une larme. Moi, je me noyais dans les miennes, incapable de comprendre comment le monde pouvait continuer de tourner alors que Corinne n'en faisait plus partie. On devrait peut-être rester ensemble quelques jours, lui ai-je proposé timidement après la cérémonie, dans notre appartement soudain trop grand. Je pourrais prendre quelques jours de congé. Elle a secoué la tête. J'ai un exposé important lundi. Je dois rentrer à Paris ce soir. J'ai compris. Du moins, j'ai cru comprendre. Chacun fait son deuil différemment. Marie avait toujours été studieuse, rigoureuse. Peut-être que s'immerger dans ses études était sa façon de surmonter la douleur. Je l'ai conduite à la gare de Pardieu ce soir-là. Avant qu'elle ne monte dans le TGV, je l'ai serrée contre moi, maladroitement. Elle s'est laissée faire, mais son corps était rigide, distant. Je t'appelle demain, a-t-elle dit. Elle n'a pas appelé. Ni le lendemain, ni la semaine suivante. Au début, je ne me suis pas inquiété. Les jeunes ont leur vie, surtout à Paris, surtout à Sciences Po. Puis une semaine est devenue un mois. Mes appels tombaient systématiquement sur sa messagerie. Mes textos restaient sans réponse. J'ai fini par appeler le secrétariat de Sciences Po, craignant un accident. On m'a assuré que mademoiselle Fournier assistait régulièrement à ses cours et que ses résultats étaient excellents. J'ai respiré. Elle allait bien. Elle avait juste besoin d'espace. Pour Noël, je lui ai envoyé un colis avec ses biscuits préférés et un bracelet en argent qui avait appartenu à sa mère. Le colis m'est revenu avec la mention « N'habite plus à l'adresse indiquée ». J'ai appelé à nouveau Sciences Po. On m'a expliqué que les informations sur les étudiants étaient confidentielles, mais qu'on transmettrait un message à ma fille si je le souhaitais. J'ai laissé mon numéro, mon adresse. Marie n'a jamais rappelé. Les mois sont devenus des années. 5 ans de silence. J'ai écrit des lettres, des dizaines de lettres, envoyées à toutes les adresses possibles. Et j'ai tenté de la retrouver sur ces nouveaux réseaux sociaux dont parlaient mes collègues plus jeunes. Rien. Puis, par hasard, dans un magazine économique que je feuilletais chez le médecin, j'ai vu son nom. Marie Fournier, nouvelle directrice marketing chez Luxotique, la montée fulgurante d'une jeune prodige. Il y avait sa photo.
Elle avait les yeux de sa mère, mais quelque chose avait changé dans son regard. Quelque chose de dur, de calculateur. J'ai cherché l'adresse de Luxeutique et j'ai pris un jour de congé pour me rendre à Paris. Le siège était un immeuble moderne dans le 8e arrondissement, tout en verre et en acier. J'ai attendu toute la journée dans un café en face, observant les employés qui entraient et sortaient. À 19h42 précisément, elle est apparue. Élégante dans un tailleur gris anthracite, ses cheveux châtains coupés au carré. Elle marchait vite, téléphone à l'oreille, un sourire aux lèvres que je ne lui connaissais pas. J'ai traversé la rue en courant, manquant de me faire renverser par un taxi. Marie, ai-je appelé, essoufflé. Elle s'est figée. Le temps d'une seconde, son masque d'assurance s'est fissuré. Puis elle a rangé son téléphone et m'a regardé comme on regarderait un vendeur de rue un peu trop insistant. « Papa » a-t-elle dit, sans chaleur. « Qu'est-ce que tu fais ici ? Je te cherche depuis des années, Marie. Tu n'as jamais répondu à mes lettres, à mes appels. J'ai été occupé. 5 ans d'occupation. » Ma voix tremblait. « Marie, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que j'ai fait ? » Elle a regardé sa montre, une Rolex, ai-je remarqué avec surprise. Je suis déjà en retard pour un dîner d'affaires. Je n'ai pas le temps pour ça. Pour ton père ? Tu n'as pas le temps pour ton père qui a traversé la moitié de la France pour te voir. Écoute, a-t-elle soupiré, visiblement agacée. J'ai construit ma vie ici. Une nouvelle vie. Sans les rappels constants. Les rappels. Tu parles de ta mère. De moi. De tout ça. De Vénissieux, de l'appartement, de cette villa. J'ai tourné la page, papa. Tu devrais en faire autant. La douleur m'a traversé comme une lame. Je suis toujours ton père, Marie. Biologiquement, oui. Elle a jeté un coup d'œil à ma tenue, mon vieux blouson en cuir élimé, mon jean propre mais délavé. J'ai vu le jugement dans ses yeux. Mais nous n'avons plus rien en commun. Je suis désolé si ça te blesse, mais c'est la vérité. Elle a fait un signe à un taxi qui passait. Avant de monter, elle a ajouté, ne reviens pas, s'il te plaît. Ça ne sert à rien. Je suis resté planté là, sur le trottoir parisien, à regarder le taxi s'éloigner avec ma fille, mon unique enfant, le dernier lien qui me rattachait à Corinne, à une vie qui avait eu un sens. Cette nuit-là, dans ma chambre d'hôtel Bon Marché près de Gare de Lyon, j'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis l'enterrement de Corinne. Puis, quelque chose s'est brisé en moi. Ou peut-être s'est-il endurci. Je ne sais pas. Je sais seulement que le lendemain matin, en rentrant à Lyon, j'étais différent. Les années ont passé. Je n'ai plus essayé de contacter Marie. À quoi bon ? J'ai continué ma vie, solitaire mais digne. J'ai pris ma retraite anticipée de l'usine à 62 ans, avec une pension modeste mais suffisante. Je me suis installé dans un petit appartement à Caluire, en banlieue de Lyon. J'ai rejoint un club de pétanque, je faisais du jardinage dans les jardins partagés du quartier. Une vie simple, sans éclat, mais paisible. Puis est arrivé ce jour. Le 13 avril 2024. Un samedi comme les autres. J'étais au tabac-presse de mon quartier pour acheter le Progrès, comme chaque matin. Sur un coup de tête, j'ai acheté un ticket de l'euro-million. Je le faisais parfois, sans vraiment y croire. Un petit frisson pour 2 euros. Ce soir-là, devant mon émission policière préférée, j'ai vérifié les numéros par habitude. 7, 13, 24, 31, 45 et les étoiles 2 et 8. J'ai dû vérifier 3 fois. Mon cœur battait si fort que j'entendais son tambourinement dans mes oreilles. J'ai appelé le numéro indiqué pour les gagnants, les mains tremblantes. 3 jours plus tard, un responsable de la Française des Jeux me confirmait que j'étais l'unique gagnant du jackpot de 11 millions d'euros. Moi, Jean Fournier, 68 ans, retraité de l'automobile, orphelin devenu père abandonné, j'étais soudain millionnaire. Je n'ai rien dit à personne. Pas même à mes camarades du club de pétanque. Le responsable de la FDJ m'avait conseillé la discrétion, et pour une fois, j'étais d'accord. J'ai pris rendez-vous avec un conseiller patrimonial recommandé par la banque, un certain monsieur Leroy, qui m'a aidé à gérer ce soudain pactole. Placements diversifiés, assurance vie, quelques investissements immobiliers prudents.
Et pour votre famille, Monsieur Fournier, a demandé le roi lors de notre troisième rencontre. Souhaitez-vous faire des donations? J'ai hésité. Je n'ai plus de famille. Pas d'enfants? De neveux ou nièces? Une fille, ai-je admis finalement. Mais nous ne sommes plus en contact depuis longtemps. Il a hoché la tête, sans jugement. C'est votre décision, bien sûr. Mais sachez que fiscalement, les donations familiales sont avantageuses. Et puis, l'argent change parfois les relations. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Les paroles de le roi tournaient dans ma tête. L'argent change les relations. Oui, sans doute. La question était, voulais-je renouer avec Marie sous ces conditions? Serait-ce même réel, si elle revenait vers moi uniquement pour mon argent? Pourtant, au petit matin, j'ai pris ma décision. J'allais faire une dernière tentative. Non pas en lui annonçant ma fortune, je n'étais pas naïf à ce point, mais en lui écrivant une simple lettre. Une dernière fois. J'ai trouvé son adresse actuelle grâce à un détective privé, un luxe que je pouvais désormais me permettre. Elle habitait un bel appartement dans le 16e arrondissement de Paris. Mariée depuis 3 ans à un certain Éric Pelletier, banquier d'investissement. Pas d'enfant. Ma lettre était brève. Je lui disais que je pensais à elle, que je serais heureux d'avoir de ses nouvelles si elle le souhaitait. J'ai ajouté mon numéro de téléphone et mon adresse, comme tant de fois auparavant. J'ai signé simplement « Ton père qui t'aime ». Puis j'ai attendu, sans grand espoir. 2 semaines plus tard, mon téléphone a sonné. Un numéro parisien. « Allô » ai-je répondu, le cœur battant. « Papa ?» C'est Marie. Sa voix. Après toutes ces années, sa voix. Plus grave que dans mon souvenir, mais c'était elle. « Marie » ai-je soufflé. « Comment vas-tu ? » Bien, je suis désolé de ne pas avoir donné de nouvelles. C'était compliqué pour moi après la mort de maman. J'ai fermé les yeux. Pas d'excuses, pas de réelle explication pour 21 ans de silence. Mais elle avait appelé. C'était un début. Je comprends, ai-je menti. Je suis content que tu ailles bien. La conversation a été maladroite, pleine de silence et de banalité. Elle m'a parlé de son travail et elle était maintenant directrice générale adjointe chez Luxottique, et de son mari, brièvement. J'ai évoqué ma retraite, mon jardin, omettant délibérément ma récente fortune. Avant de raccrocher, elle a dit quelque chose qui m'a surpris. Je pensais, peut-être que je pourrais venir te voir à Lyon. Un week-end? Si ça te convient. Bien sûr, ai-je répondu, trop vite peut-être. Quand tu veux. Elle est venue 2 semaines plus tard. Je l'ai accueillie à la gare, comme autrefois. Elle était élégante, parfaitement coiffée, mais j'ai noté des rides de tension autour de ses yeux qui n'étaient pas à l'heure de notre dernière rencontre. Dans mon modeste appartement, elle a regardé autour d'elle avec ce que j'ai d'abord pris pour de la nostalgie, mais que j'ai rapidement identifié comme de la condescendance à peine voilée. C'est cosy, a-t-elle commenté. C'est suffisant pour moi. Tu veux du thé? Pendant que l'eau chauffait, elle a parcouru les photos encadrées sur mon buffet. Sa mère, elle bébé, elle a sa remise de diplôme du lycée. Toute une vie figée en quelques images. Tu n'as jamais refait ta vie, a-t-elle demandé soudain. Non. J'ai posé sa tasse devant elle. Ta mère était l'amour de ma vie. Elle a hoché la tête, semblant peser ces mots suivants. Et financièrement? La retraite est suffisante? Voilà. Nous y étions. J'ai retenu un sourire amer. Je m'en sors. Parce que si tu as besoin d'aide, je pourrais. Ça va, Marie. Merci. Le reste du week-end s'est écoulé dans une étrange familiarité forcée. Elle m'a posé des questions sur ma santé, sur mes activités. J'ai écouté ses récits de voyages d'affaires à New York, Shanghai, Dubaï. Nous avons soigneusement évité le sujet de son absence, de son silence, comme on contourne un gouffre au milieu d'une route. Le dimanche soir, en la raccompagnant à la gare, elle m'a serré dans ses bras. Un geste qui aurait dû me combler de joie mais qui sonnait faux, comme une scène répétée. Je reviendrai, a-t-elle promis. Et tu devrais venir à Paris aussi. Voir où je vis, rencontrer Éric. J'ai acquiescé,
sachant pertinemment qu'elle n'aurait jamais fait cette proposition avant ma lettre. Quelque chose avait changé. Ou plutôt, quelque chose s'était révélé. Elle est revenue un mois plus tard, cette fois avec son mari. Éric Pelletier était exactement comme je l'imaginais, grand, mince, cheveux poivre et cils parfaitement coiffés, costume sur mesure. Le genre d'homme qui évalue instantanément la valeur de tout ce qu'il voit. Monsieur Fournier, m'a-t-il salué avec une poignée de main ferme et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Marie m'a beaucoup parlé de vous. Un mensonge évident, mais j'ai joué le jeu, tout en bien, j'espère. Ce week-end-là, la conversation a pris un tour différent. Marie et Éric ont évoqué leurs difficultés à trouver un appartement plus grand à Paris. Les prix sont fous, a soupiré Marie. Même avec nos 2 salaires, c'est un défi. Surtout que nous pensons à fonder une famille, ajoutait Éric, posant sa main sur celle de Marie avec une tendresse calculée. J'ai failli m'étouffer avec mon vin. Marie, qui avait toujours clamé ne jamais vouloir d'enfant, qui trouvait que perpétuer l'espèce était une vanité inutile, ces mots exacts à 20 ans parlaient maintenant de fonder une famille. C'est un beau projet, ai-je articulé finalement. Oui, a renchéri Marie avec enthousiasme. Et nous voudrions que cet enfant connaisse son grand-père. La famille, c'est important, n'est-ce pas? La famille. Importante. Après 21 ans de silence. Cette nuit-là, incapable de dormir, j'ai compris que j'avais une décision à prendre. Je pouvais accepter cette réconciliation de façade, feindre de croire à ce soudain intérêt familial. Ou je pouvais. Non. Je ne cherchais pas la vengeance. La vengeance est un plat qui ne nourrit personne, disait ma grand-mère. Je cherchais la vérité. La reconnaissance de cette vérité. Les visites se sont multipliées dans les mois suivants. Chaque fois, les allusions à l'argent devenaient moins subtiles. Marie évoquait les difficultés de la vie parisienne, les sacrifices nécessaires pour maintenir leur train de vie. Un soir, alors qu'Éric était sorti acheter des cigarettes, elle a finalement abordé le sujet directement. Papa, je me demandais, tu as prévu quoi pour ta succession? J'ai pris mon temps pour répondre, savourant presque ce moment. Ma succession. Oui, tu sais, ton testament, tes arrangements. À ton âge, c'est important d'y penser. À mon âge. J'avais 68 ans, pas 98. Je n'y ai pas vraiment réfléchi, ai-je menti? Pourquoi cette question? Elle a haussé les épaules, faussement désinvolte. Simple curiosité. Et puis, si tu as besoin d'aide pour gérer tes affaires, Éric est très doué pour ça. C'est son métier, après tout. C'est gentil, mais j'ai déjà un conseiller. J'ai fait une pause délibérée. D'ailleurs, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Ses yeux se sont écarquillés légèrement. Une nouvelle? Oui. J'ai décidé de vendre l'appartement. Je vais m'acheter une maison, à la campagne. Rien d'extravagant, mais avec un plus grand jardin. Une maison? Mais, avec quel argent? Voilà. La question que j'attendais. J'ai eu un coup de chance. Un très gros coup de chance, en fait. Marie s'est penchée en avant, soudain totalement attentive. Comment ça? J'ai gagné à l'euro-million. Silence. Un silence si profond qu'on aurait pu entendre une mouche voler. Combien, a-t-elle finalement soufflé? 11 millions d'euros. Elle est devenue livide, puis rouge. Ses mains tremblaient légèrement. 11 millions? Et tu ne m'as rien dit. Comme tu ne m'as rien dit pendant 21 ans. Le coup a porté. Elle a baissé les yeux, mais seulement un instant. Quand elle les a relevés, ils brillaient d'une émotion que je n'arrivais pas à identifier. Joie? Avidité? Soulagement? C'est merveilleux, papa. Tu le mérites tellement. Après toutes ces années de travail dur. Sa voix avait changé. Plus douce, plus émue. Jouait-elle la comédie, ou était-elle sincèrement heureuse pour moi? Je n'arrivais plus à lire en elle comme autrefois. Merci, ai-je répondu simplement. Quand Éric est revenu, Marie lui a annoncé la nouvelle avec une excitation à peine contenue. Sa réaction a été plus transparente qu'un calcul rapide, presque visible, dans ses yeux gris. Félicitations, Jean, a-t-il dit,
utilisant mon prénom pour la première fois. C'est une nouvelle extraordinaire. Il faut fêter ça. Cette nuit-là, ils m'ont emmené dîner dans le meilleur restaurant de Lyon. Eric a commandé une bouteille de champagne à 350 € sans sourciller, sachant pertinemment qui paierait finalement la note. Pendant le repas, le couple a échangé des regards entendus, des sourires complices. Tu sais, papa, a dit Marie au dessert, notre appartement à Paris a une chambre d'amis. Tu pourrais venir quand tu veux, rester aussi longtemps que tu le souhaites. Et pour cette maison à la campagne, a ajouté Eric, je connais d'excellents agents immobiliers. Je pourrais t'accompagner pour les visites. J'ai souri, acquiescé, remercié. J'ai joué le rôle du père reconnaissant, touché par cette soudaine sollicitude. Intérieurement, je mettais la dernière touche à mon plan. Dans les semaines qui ont suivi, Marie et Eric sont devenus omniprésents dans ma vie. Appels quotidiens, visites surprises, petite attention. Marie m'a même offert un téléphone dernier cri pour qu'on puisse faire des appels vidéo. Eric m'a présenté à un ami banquier de confiance qui pourrait optimiser mon patrimoine. J'ai laissé faire. J'ai même accepté leurs conseils pour l'achat de ma nouvelle maison, une belle propriété en pierre à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, avec vue sur les monts du Lyonnais. Je les ai invités à l'inauguration, une petite fête où j'ai également convié les amis du club de pétanque et quelques anciens collègues. C'est là, dans le jardin baigné de soleil de septembre, que j'ai fait mon annonce. Je suis heureux de vous accueillir tous dans ma nouvelle maison, ai-je commencé, verre à la main. La chance m'a souri récemment, comme vous le savez. Mais la vraie richesse, c'est d'être entouré par des personnes qui vous apprécient pour ce que vous êtes, pas pour ce que vous avez. J'ai marqué une pause, observant Marie et Eric qui souriaient largement au premier rang. C'est pourquoi j'ai pris une décision importante concernant ma fortune. Après mûre réflexion, j'ai décidé de faire don de la majorité de mes gains à la Fondation pour la recherche sur le cancer du sein, en mémoire de ma défunte épouse, Corinne. Le sourire de Marie s'est figé. Celui d'Eric a disparu. Bien sûr, ai-je poursuivi, imperturbable, j'ai prévu des dispositions pour ma fille unique, Marie. L'espoir a brièvement illuminé son visage. En reconnaissance de ses attentions renouvelées ces derniers mois, je lui lègue la somme symbolique de 21 000 €. 1 millier d'euros pour chaque année d'absence dans ma vie. Un murmure a parcouru l'assemblée. Marie est devenue livide. Eric, cramoisi. Le reste de ma fortune personnelle, après l'achat de cette maison et quelques placements pour assurer mes vieux jours, soit environ 8 millions d'euros, sera versé immédiatement à la Fondation. Les papiers ont été signés hier. J'ai levé mon verre. À la générosité désintéressée. La seule qui vaille la peine. Marie s'est levée brusquement, renversant sa chaise. Tu ne peux pas faire ça, a-t-elle crié, abandonnant toute prétention. Je suis ta fille. Ton unique héritière. Ma fille, ai-je répété doucement. Ma fille est morte il y a 21 ans, quand elle a décidé que son père ne valait plus la peine d'un appel, d'une visite, d'un mot. La femme que je vois devant moi est une étrangère qui s'est rappelé mon existence uniquement quand elle a flairé l'argent. C'est faux, a-t-elle protesté, des larmes de rage perlant au coin de ses yeux. J'avais besoin de temps, de distance. Tu ne comprends pas. 21 ans, Marie. Pas 21 jours, pas 21 mois. 21 ans de silence total, brisé comme par hasard quand je deviens millionnaire. Comment oses-tu, a-t-elle sifflé. Après tout ce que j'ai fait ces derniers mois pour renouer? Ces derniers mois, justement. Quand tu as su, d'une façon ou d'une autre, que j'avais de l'argent. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée. Son regard est passé de la rage à la panique, puis à la résignation. Comment as-tu su, a-t-elle finalement demandé, la voix basse. Que tu étais au courant pour l'argent avant même que je te l'annonce? Plusieurs détails. Tes questions insistantes sur mes finances dès ta première visite. Ton soudain désir d'avoir un enfant, alors que tu as toujours détesté cette idée. Et puis, j'ai sorti mon téléphone, celui qu'elle m'avait offert. Ce modèle a une fonctionnalité intéressante. Il enregistre automatiquement les appels. Y compris celui que tu as passé à ton mari le soir de ta première visite, pendant que j'étais sorti acheter du pain. Je cite, il a gagné au loto, Eric. Je ne sais pas combien exactement, mais le détective que tu as engagé avait raison.
On doit jouer finement. Le silence était assourdissant. Mes invités regardaient la scène, bouche bée. Eric a attrapé Marie par le bras, murmurant quelque chose à son oreille. Vous devriez partir maintenant, ai-je dit calmement. Les 21 000 € seront versés sur ton compte la semaine prochaine, Marie. Considère cela comme ma dernière contribution à ta vie. Un dernier sacrifice paternel. Ils sont partis sans un mot de plus, Eric pratiquement traînant Marie vers leur voiture de location. Plus tard ce soir-là, assis seul sur ma terrasse, j'ai regardé les lumières de Lyon scintiller au loin. Je ne ressentais ni joie, ni satisfaction, juste une étrange paix. Comme si un long chapitre douloureux de ma vie venait enfin de se clore. Mon téléphone a vibré. Un message de Marie. Tu le regretteras. Les liens du sang ne se défont pas si facilement. J'ai souri tristement. Elle avait raison sur un point, les liens du sang sont puissants. Mais ce qu'elle ne comprenait pas, c'est que certains liens, une fois brisés, ne peuvent jamais être réparés de la même façon. Ils laissent des cicatrices, invisibles mais douloureuses. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un sentiment étrange. Pour la première fois depuis des années, je me sentais libre. Libre du poids de l'attente, de l'espoir futile que ma fille reviendrait un jour vers moi pour les bonnes raisons. Bernard, mon vieil ami du club de pétanque qui était resté dormir après la fête, m'a rejoint pour le café sur la terrasse. « Tu as bien dormi ?» m'a-t-il demandé, observant mon visage avec attention. « Mieux que depuis longtemps, j'admis. » Il a hoché la tête, compréhensif. Bernard avait perdu sa femme 3 ans avant moi et son fils unique vivait en Australie. Il comprenait la solitude, les compromis qu'on est prêt à faire pour garder un semblant de famille. « Tu ne crois pas que tu as été un peu dur ?» a-t-il demandé finalement, sans jugement. J'ai contemplé ma tasse de café, réfléchissant à sa question. Peut-être. Mais être gentil pendant des décennies ne m'a rien apporté, si ce n'est plus de douleur. Et maintenant? Qu'est-ce que tu vas faire de tout cet argent, vraiment? J'ai souri. J'ai dit la vérité hier. La majorité ira à la Fondation pour la recherche sur le cancer du sein. Si Corinne avait été diagnostiquée plus tôt, peut-être serait-elle encore parmi nous. Et le reste? J'ai quelques idées, ai-je répondu évasivement. Ce que je n'avais dit à personne, pas même à Bernard, c'est que j'avais déjà mis en place un plan B. Je connaissais assez bien ma fille, ou du moins, la personne qu'elle était devenue, pour savoir qu'elle n'accepterait pas si facilement cette défaite. 3 jours plus tard, j'ai reçu un appel de Maître Dufresne, mon notaire. « Monsieur Fournier, je voulais vous informer que votre fille a pris contact avec mon cabinet. Elle conteste la donation à la Fondation et menace d'intenter une action en justice pour incapacité. » Incapacité, ai-je répété, incrédule. Elle prétend que vous n'êtes pas mentalement capable de prendre des décisions financières de cette ampleur. Qu'un traumatisme lié au deuil de votre épouse vous a rendu instable. J'ai ri amèrement. Après 21 ans, elle s'inquiète soudain de mon état mental. Ce n'est pas tout, a poursuivi Dufresne, la voix grave. Elle a également évoqué la possibilité de demander votre mise sous tutelle. Mon sang s'est glacé. Une mise sous tutelle. Elle irait jusque-là pour mettre la main sur l'argent. Ne vous inquiétez pas, a continué le notaire, sentant mon trouble. Ces accusations sont sans fondement. Vous avez passé tous les examens nécessaires lors de la signature des documents de donation. Aucun tribunal ne lui donnera raison. Mais elle va essayer. Probablement, oui. J'ai raccroché, étrangement calme. J'avais anticipé quelque chose de ce genre. Pas exactement cela, mais une réaction désespérée. Ce que Marie ignorait, c'est que j'avais prévu cette éventualité. Le soir même, j'ai reçu un email d'un expéditeur inconnu. L'objet, concernant Marie Fournier-Pelletier. Je l'ai ouvert avec méfiance. Monsieur Fournier, vous ne me connaissez pas. Je m'appelle Sophie Lemercier. J'ai travaillé comme assistante de Marie chez Luxotique pendant 3 ans, jusqu'à mon licenciement abusif le mois dernier. J'ai entendu parler de votre situation par une amie commune qui était présente à votre réception. Si vous cherchez des informations sur votre fille qui pourraient vous être utiles dans votre différend, je pense pouvoir vous aider. Contactez-moi si cela vous intéresse. Un numéro de téléphone suivait la signature. J'ai hésité. Était-ce un piège tendu par Marie?
Une tentative de me faire dire ou faire quelque chose qui pourrait être utilisé contre moi. Ou était-ce réellement une ancienne employée en quête de revanche? Après réflexion, j'ai décidé de prendre le risque. J'ai appelé Sophie Lemercier le lendemain, depuis une cabine téléphonique, une précaution peut-être excessive, mais les événements récents m'avaient rendu prudent. Nous nous sommes rencontrés 2 jours plus tard dans un café discret de la Croix-Rousse. Sophie était une jeune femme d'une trentaine d'années, aux traits tirés mais au regard vif et intelligent. Elle est allée droit au but. Votre fille m'a fait licencier parce que j'en savais trop sur ces pratiques douteuses chez Luxotique. Quelles pratiques? Détournement de fonds, principalement. Des notes de frais gonflées, des contrats fictifs avec des prestataires qui lui reversaient une commission. Rien d'énorme pris séparément, mais sur 3 ans, ça représente une somme conséquente. Et vous avez les preuves? Elle a souri tristement. J'étais son assistante. J'organisais tout, y compris les rendez-vous avec ses prestataires. Et j'ai fait des copies, bien sûr. Pour me protéger, au cas où. Pourquoi me dire tout ça? Parce que votre fille m'a détruite professionnellement. Elle a veillé à ce que je ne retrouve pas de travail dans le secteur du luxe à Paris. Elle a appelé personnellement des DRH pour me calomnier. Je vis de petits boulots depuis 6 mois. J'ai hoché la tête, compréhensif. Vous voulez vous venger. Je veux justice, a-t-elle corrigé. Et je pense que vous aussi. Elle m'a tendu une clé USB. Tout est là. Des copies de documents, des enregistrements de conversations, des emails. Suffisamment pour lancer une enquête interne chez Luxotique, au minimum. Probablement assez pour intéresser la brigade financière. J'ai pris la clé, incertain. Je ne cherche pas à détruire ma fille, Madame Lemercier. Mais vous cherchez à vous protéger, non? Son regard était perçant. Elle ne s'arrêtera pas, Monsieur Fournier. Pas tant qu'elle n'aura pas obtenu ce qu'elle veut. Je la connais. Elle est implacable. J'ai gardé la clé USB, sans promettre de l'utiliser. Ce soir-là, pourtant, j'ai examiné son contenu. C'était accablant. Ma fille, cette étrangère qui portait mon nom, était devenue quelqu'un que je ne reconnaissais pas, manipulatrice, avide, sans scrupules. Le lendemain, j'ai reçu une autre mauvaise nouvelle. Marie avait contacté mon médecin traitant, le docteur Moreau, pour obtenir des informations sur ma santé mentale. Le bon docteur, fidèle au secret médical, avait refusé, mais m'avait prévenu par courtoisie. Elle était très insistante, m'a-t-il expliqué au téléphone. Elle prétendait agir pour votre bien, mais j'ai senti quelque chose d'inapproprié dans sa démarche. Merci de m'avoir prévenu, docteur. Jean, a-t-il ajouté avant de raccrocher, faites attention. Les conflits familiaux autour d'héritage peuvent devenir très laids. Il ne croyait pas si bien dire. 3 jours plus tard, 2 policiers se sont présentés à ma porte. Ils enquêtaient sur une plainte déposée par Marie, m'accusant de l'avoir menacée. Selon elle, j'aurais proféré des menaces de mort lors de notre dernière rencontre, devant témoins. C'est absolument faux, ai-je protesté, sidéré. Mes invités peuvent le confirmer. Nous allons les interroger, a promis l'un des officiers. En attendant, nous vous conseillons de ne pas contacter votre fille. Aucun risque, ai-je murmuré. Après leur départ, j'ai dû m'asseoir, les jambes tremblantes. La situation dépassait mes pires craintes. Marie était prête à tout, même à mentir à la police, pour parvenir à ses fins. Cette nuit-là, j'ai pris ma décision. J'ai appelé Sophie Lemercier. Les documents que vous m'avez donnés, ai-je commencé sans préambule, à qui d'autre pourriez-vous les transmettre? J'ai pensé à la direction de Luxotique, mais ils étoufferaient probablement l'affaire. Votre fille est trop précieuse pour eux. Ces méthodes douteuses ont fait grimper le chiffre d'affaires de 30% en 2 ans. Et les médias? Un silence. C'est risqué. Pour vous comme pour moi. Mais possible? J'ai un contact chez les Échos, a-t-elle admis. Un journaliste d'investigation qui serait intéressé. Mais êtes-vous sûr de vouloir aller jusque-là? C'est votre fille, malgré tout. Ma fille. Ces mots résonnaient étrangement à mes oreilles. Était-elle encore ma fille? L'avait-elle jamais vraiment été, au-delà du lien biologique? Je ne veux pas la détruire, ai-je répété.
Je veux juste qu'elle me laisse en paix. Qu'elle comprenne que ses actions ont des conséquences. Alors peut-être qu'il y a une autre solution, a suggéré Sophie après un moment. Un avertissement. Une démonstration de ce que vous pourriez faire, sans aller jusqu'au bout. Son idée était simple et efficace. Avec mon accord, elle transmettrait une partie des documents suffisamment pour être crédible, mais sans les preuves les plus accablantes, à la direction de Luxotique, avec copie à Marie. Un avertissement clair, si elle persistait dans ses actions contre moi, le reste suivrait, y compris aux autorités compétentes. 2 jours plus tard, le plan était exécuté. Je n'ai pas eu à attendre longtemps pour en voir les résultats. Marie m'a appelé le soir même, furieuse. « Qu'est-ce que tu as fait ?» a-t-elle hurlé sans préambule. « Tu as une idée de ce que tu risques ?»« Moins que toi, je pense, ai-je répondu calmement. « Tu bluffes. Tu n'as rien d'autre. Tu veux vraiment prendre ce risque, Marie? Tout ça pour de l'argent que tu n'as jamais mérité ?» Silence. Je pouvais presque entendre les rouages de son cerveau calculer frénétiquement le pour et le contre. « Retire ta plainte pour menace, ai-je poursuivi. Cesse toute action juridique concernant la donation. Et je te promets que le reste des documents ne sortira jamais de mon coffre. Tu me fais chanter. » Sa voix tremblait de rage. « Ton propre sang. Je me protège. Comme tu l'as fait pendant 21 ans en coupant tout contact. Comme tu l'as fait en mentant à la police. Nous sommes quittes, maintenant. » Nouveau silence. Puis, qu'est-ce qui me garantit que tu ne les utiliseras pas quand même, un jour? Ma parole. Qui, contrairement à la tienne, a encore une valeur. Le coup a porté. Elle a raccroché sans un mot. Le lendemain, Maître Dufresne m'a appelé. Marie avait retiré toutes ses plaintes et contestations. La donation à la fondation pouvait procéder sans encombre. J'aurais dû me sentir victorieux. Au lieu de cela, j'étais simplement triste. Triste pour cette relation qui n'avait jamais eu la chance de s'épanouir. Triste pour la petite fille que j'avais tant aimée et qui avait disparu quelque part en chemin, remplacée par cette femme dure et cupide. Triste pour Corinne, qui aurait eu le cœur brisé de voir ce qu'était devenue Morphie. Une semaine plus tard, alors que je jardinais paisiblement, mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. Monsieur Fournier. Une voix de femme, jeune, hésitante. Lui-même. Je m'appelle Chloé. Chloé Pelletier. Je suis la sœur d'Éric. Le mari de votre fille. J'ai froncé les sourcils, surpris. Que puis-je faire pour vous, Madame Pelletier? Je ne devrais probablement pas vous appeler, mais j'ai assisté à votre confrontation avec Marie, chez vous. J'étais venu avec mon frère et elle, mais je suis resté en retrait. Vous ne m'avez pas remarqué. En effet, je ne me souvenais pas d'elle. Et je voulais juste vous dire que je comprends ce que vous avez fait. Et je pense que vous aviez raison. J'ai gardé le silence, attendant la suite. Marie a toujours été, comme ça. Depuis que mon frère l'a rencontrée. Calculatrice. Intéressée. Je ne l'ai jamais vraiment appréciée, mais Éric est aveuglé. Il ne voit que ce qu'il veut voir. Pourquoi me dire tout ça? Un soupir au bout de la ligne. Parce que vous semblez être quelqu'un de bien. Et parce que Marie est enceinte. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. Enceinte? De 3 mois. Ils ne l'ont annoncé qu'à la famille proche pour l'instant. C'est un garçon. Un petit-fils. Un enfant que je ne connaîtrai probablement jamais. Elle l'a fait exprès, a continué Chloé. Pour s'assurer qu'Éric reste avec elle malgré l'échec de leur plan concernant votre argent. Mon frère voulait divorcer après le fiasco, mais maintenant. Maintenant il est piégé, ai-je complété doucement. Exactement. J'ai fermé les yeux, assimilant cette nouvelle information. Un innocent allait naître au milieu de ce gâchis. Un enfant qui ne demandait rien à personne. Merci de m'avoir prévenu, Madame Pelletier. De rien. Et, je suis désolé. Pour tout. Après cet appel, j'ai longuement réfléchi. L'idée qu'un petit-fils grandisse sans jamais me connaître me troublait profondément. Allait-il hériter du caractère de sa mère?
Ou y avait-il une chance qu'il devienne quelqu'un de meilleur, quelqu'un qui saurait reconnaître la valeur des liens familiaux? J'ai pris une décision. J'ai contacté Maître Dufresne pour modifier mon testament. J'y ai inclus une provision pour mon petit-fils à naître, un fonds en fiducie qui lui serait accessible à sa majorité, à condition qu'il maintienne un contact régulier avec moi pendant au moins 5 ans avant ses 18 ans. Si cette condition n'était pas remplie, l'argent irait également à la fondation. Était-ce manipulateur de ma part? Peut-être. Mais c'était aussi une porte ouverte. Une chance de réconciliation, non pas avec Marie, mais avec la génération suivante. Une opportunité de briser ce cycle de rupture et d'amertume. J'ai aussi écrit une longue lettre à ce petit-fils que je ne connaissais pas encore, racontant notre histoire familiale, les bons moments comme les mauvais. La vérité, sans phare mais sans haine. Cette lettre serait remise avec le testament, à sa majorité. Puis j'ai attendu. J'ai poursuivi ma vie tranquille à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or. J'ai agrandi mon jardin, rejoint une chorale locale, fait du bénévolat à la bibliothèque municipale. J'ai même commencé à écrire mes mémoires, non pas pour les publier, mais pour laisser une trace, un témoignage. 6 mois plus tard, j'ai reçu une enveloppe à la poste. À l'intérieur, une photo d'échographie et un mot bref, il s'appellera Jean. Comme son grand-père. Pas de signature, mais je reconnaissais l'écriture de Marie. Était-ce une offre de paix? Un calcul cynique? Une manipulation de plus? Je ne le saurais probablement jamais avec certitude. Mais j'ai choisi de voir cela comme un minuscule pont jeté au-dessus d'un gouffre immense. J'ai encadré l'échographie et l'ai placée sur ma table de chevet, à côté de la dernière photo de Corinne. 2 êtres que j'avais aimés plus que tout. L'un que j'avais perdu par la maladie, l'autre par quelque chose de plus insidieux encore, l'ambition, la cupidité, l'indifférence. Et maintenant, un 3e être, encore à naître, qui portait mon nom et peut-être une part de mon âme. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, à ce petit Jean et moi. Nos chemins se croiseront-ils un jour? Aura-t-il la curiosité de connaître ce grand-père dont il porte le nom? Marie lui parlera-t-elle de moi? Et si oui, quel récit déformé lui servira-t-elle? Peu importe. J'ai fait ma paix avec le passé. J'ai protégé ce qui me restait de dignité. J'ai utilisé ma fortune inattendue non pas pour me venger, mais pour faire justice à moi-même, à la mémoire de Corinne, et aux milliers de femmes qui pourraient être sauvées grâce à la recherche sur le cancer du sein. La vengeance aurait été facile. J'aurais pu détruire Marie complètement, avec les preuves en ma possession. Mais à quoi bon? La haine consume celui qui la porte bien plus que sa cible. Non, ce n'était pas de la vengeance. C'était une leçon. Une leçon sur les conséquences, sur la valeur des relations humaines, sur le fait que certaines choses, l'amour, la loyauté, la présence, ne peuvent s'acheter. Aujourd'hui, assis dans mon jardin, observant les premières fleurs du printemps, je me sens en paix. L'argent n'a pas changé qui je suis. Il m'a simplement donné les moyens de révéler qui était vraiment ma fille, et qui j'étais, moi aussi, au fond de mon cœur. La véritable richesse n'est pas dans mon compte en banque. Elle est dans cette sagesse durement acquise, dans cette sérénité trouvée après la tempête. Dans l'espoir, ténu mais réel, que quelque part dans le futur, un petit garçon nommé Jean posera des questions sur son grand-père. Et peut-être, un jour, viendra-t-il frapper à ma porte.